Bonjour, c'est David et Hugo de la chaîne Calmos pour le Cinéma Show. Can she be late for her Permettez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Déjà, comment on appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Je pose bien évidemment cette devinette en référence à nos deux invités du jour, Hugo Alexandre et David Honora, créateurs de la chaîne YouTube Calmos, qui débutent toujours leurs vidéos par un petit calembour. Hein, et on fait comme vous, on donne la réponse à la fin de l'interview. Ah, c'est pour le watch time. T'as vu? Moi, je l'ai pas. Je vais chercher pendant l'émission. Ouais. Tu seras plus concentré sur ça tu en peux, fait. Tu peux leur redire? Alors, un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour de Noël. Ok, on va réfléchir. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous recevoir dans The Cinéma Show aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien déjà? Très très bien. Ouais, super. On est d'autant plus heureux de vous recevoir parce que c'est pour un épisode spécial et pas n'importe lequel, celui où on traite de l'année 1982, parce qu'on a tendance à l'oublier avec les sorties de E.T., The Thing, Blade Runner cette année-là, mais c'était aussi une belle année pour la comédie, hein, puisqu'on a eu Tootsie, L'As des As en France, bon, Le Dernier Gendarme de Saint-Tropez, mais quand même, Victoria de Blake Edwards, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, ou encore Le Père Noël est une ordure, ou même La Valse des Pantins qui traite de l'humour d'une autre façon, disons. C'était une belle année, non? Ah, clairement, une année incroyable. Alors, avant de nous concentrer sur Le Père Noël est une ordure, qui est sûrement, pour nous Français, la comédie citée qu'on retient le plus, est-ce qu'on peut établir, en fait, ensemble, peut-être, une typologie de ce qui fait rire, comme ça, au début des années 80, et surtout à travers ces différents exemples? Oula, ça démarre fort. Alors, une typologie de ce qui fait rire. Ouais. En fait, le début des années 80, c'est marqué notamment par l'arrivée des comédiens de café-théâtre qui rebattent un peu les cartes et qui rajoutent un peu une vibe quotidienne à la comédie française qui a plus eu du succès sur des personnalités comme Louis de Funès par exemple, qui sont des grands bourgeois, qui font des grands voyages comme dans Le Cornio ou des choses comme ça. Et on a aussi en parallèle Jean-Paul Belmondo aussi, qui est plus une sorte d'aventurier. Et les gens du Splendide notamment, ils recentrent un peu la comédie sur le quotidien, sur le français moyen. Donc notamment avec Les Bronzés qui sort en 78 si je me trompe pas, où là c'est juste des gens, des Français moyens qui partent en vacances. Et là on a effectivement Le Père Noël est une ordure, où c'est des gens qui fêtent Noël. Enfin c'est pas des gens qui fêtent Noël, en fait ça se passe à Noël, mais c'est des gens de la vie de tous les jours qui se rencontrent, de plusieurs classes sociales, qui vont se rencontrer le soir de Noël. C'est un humour très méchant, un regard acerbe sur la société. C'est pas mal inspiré par la comédie italienne des années 70, qui va justement rentrer dans les détails des relations, un peu des luttes de classe, des choses comme ça. Et contrairement à des comédies de situation très construites, qui étaient beaucoup ce que faisait notamment De Funès, là on va être plutôt sur des sortes de chroniques sociales très précises sur la société de l'époque. Et en même temps, c'est aussi, au début des années 80, c'est aussi le climax d'humoristes qui sont beaucoup cités aujourd'hui à regret, comme Coluche ou Desproges, que beaucoup citent comme aujourd'hui ils pourraient plus rien dire, etc. Là, ils sont à leur prime, ils vont mourir au courant des années 80. Et c'est aussi du coup l'impertinence, l'humour est un truc un peu poil à gratter, et typiquement ce que fait le Splendide, et en particulier avec Le Père Noël est une ordure, c'est ça quoi. Et ça tranche avec pas mal de choses qui avaient du succès jusqu'à la fin des années 70. Ouais, et qui en fait ont encore du succès cette année-là, parce qu'en fait si on regarde le box-office en France, je crois que Le Père Noël est une ordure, je l'ai noté, mais voilà, il arrive en 22e position, alors que, par exemple, les comédies qui ont rapporté le plus d'argent et qui ont fait le plus d'entrées, c'est L'As des As, c'est la suite des Gendarmes de Saint-Tropez, 2 heures moins le quart aussi avant Jésus-Christ, mais on n'a pas encore Le Père Noël est une ordure au top, quoi. Ouais, les comédies du Splendide, elles sont devenues cultes à la télévision,
Ça a été multidiffusé et avec beaucoup de succès. Et au fur et à mesure du temps, même si, petite fun fact, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'est le film le plus diffusé de l'histoire à la télévision. Voilà, je vous balance des infos, après vous en faites ce que vous voulez. Mais ouais, et vraiment le Splendid a construit son côté culte à la télé, quoi, les années après. D'ailleurs, nous on n'était pas nés en 82. On est vieux, mais on n'était pas encore nés. Et c'est des films qu'on a découverts à la télévision. Et sachant que chacun des membres du Splendid a ensuite fait son propre chemin. Et il y a Michel Blanc qui a fait Marche à Long, bien chez moi j'habite chez une copine. Il y a Christian Clavier, il a une catégorie à lui sur 5 décennies et il continue encore aujourd'hui. C'est ça, il a sa propre catégorie. Et donc en fait de revoir tous ces gens-là, c'est la naissance d'un nouveau mouvement de la comédie qui a ses balbutiements au moment des Bronzés et ensuite avec Le Père Noël est une ordure, mais qui est devenu culte par la suite, quoi. Tu grinces beaucoup, Hugo. On lui a donné la meilleure chaise. C'est pas mes os, c'est la chaise, mais... Vous pensez que le public à l'époque, il a conscience de l'aspect social de ces comédies-là, ou il prend ça vraiment à la légère comme des sketchs Ça, c'est difficile de vraiment se rendre compte, et c'est une question intéressante de comment la perception des comédies évolue avec le temps. Je crois qu'il y a une critique des cahiers des cinémas, par exemple à l'époque, sur Le Père Noël est une ordure, qui dit que c'est un film qui vaut à peu près 0 parce qu'il n'a pas de fond en fait pour lui. Oui. Pour lui, il n'y a pas de fond, alors que finalement, comme vous le dites, c'est aussi juste le fond, c'est que c'est des gens du quotidien, des gens qui peuvent ressembler. Après, est-ce que ce critique des cahiers du cinéma a vraiment cherché le fond et a pas voulu juste payer le théâtre de l'époque parce qu'en fait, avant d'être un film, c'était une pièce qui avait un énorme succès. Le Père Noël est une ordure, donc peut-être que ça cristallise des... Ouais, et c'est vraiment... tous les films du Splendid, particulièrement les deux films, Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure, c'est vraiment des films qui ont réussi à capter l'air du temps, mais de manière, c'est vraiment très très subtil. Et c'est des films très méchants, quoi. Et je pense que Le Père Noël est une ordure, c'est vraiment le pire dans cette catégorie-là, parce qu'en plus, je dirais que dans Les Bronzés, il y a un côté un peu réflexif où chacun se crée son personnage et parle un peu de lui-même. Je trouve que Les Bronzés, il y a un côté qui me met un peu plus mal à l'aise. Le Père Noël, tu veux dire? Oui, j'ai dit quoi? Les Bronzés. Non, dans Le Père Noël est une ordure, j'ai l'impression qu'ils se visent pas eux-mêmes, quoi. Qu'il y a un truc un peu plus agressif sur des gens qu'ils ont observés, et notamment des gens gentils ou des gens dans la misère. Et c'est très 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 violent, très méchant, ça va très loin. Il y a des trucs... Alors on oublie que dans Les Bronzés, il y a un mort qui passe complètement à l'as. Il y a quelqu'un qui meurt au milieu du film, on s'en fout. Mais forcément, dans Le Père Noël est une ordure, ça va beaucoup plus loin, quoi. Il le découpe, il le donne à manger aux zoos. Sachant que la pièce était encore plus méchante, c'est-à-dire qu'à la fin, l'immeuble explosait et tout le monde mourait. Ce qu'ils n'ont pas osé faire dans le film, mais bon, on reste dans un humour assez noir. Et est-ce que ça traduit... c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans tous les films de l'année 82. Il y a quand même des films très sombres, et notamment il y a un film dont on va peut-être parler, qui pour moi est peut-être le plus grand film de l'année 82, c'est The Thing de Carpenter, qui pour le coup est un film complètement désabusé, qui me semble très 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 sombre, avec un dénouement, tu sors de ça, t'as envie juste de te flinguer, quoi. Mais qui est en même temps un film absolument magistral à tout point de vue. Moi je pense que Le Père Noël est une ordure, c'est le plus proche de ce que le cinéma français peut faire de The Thing. Donc ça y est, maintenant Le Père Noël est une ordure, c'est le The Thing français, on va le noter comme ça. Le clouk, c'est l'équivalent de la créature, selon ma théorie. Il faudrait que j'élabore un peu cette thèse. Christian Clavier a un côté très Kurt Russell aussi, c'est vrai. Et on parlait du fait que ce soit une comédie qui a été multi-rediffusée, Le Père Noël est une ordure, et c'est ce qui a fait son côté culte. Mais pourquoi déjà ils l'ont rediffusé à ce point-là, puisqu'à la base c'est un film qui, du coup, n'avait pas... Bon, il avait bien marché, 1,5 million d'entrées, mais c'était pas non plus le plus gros succès. Ça marchait à la télé, quoi.
ça marchait tout de suite. Il y a aussi l'aspect film de Noël. Et en fait, le film, il est sorti en août 82, Ouais. donc en plein été. Et, Très bonne période. Très étonnant d'avoir fait ça. Mais c'est un film qui a été rediffusé à Noël et qui met en scène des sentiments un peu universels qui peuvent se produire à Noël. Et en fait, ça peut être le Noël de toutes les familles au fond. Il y a des dissensions entre les personnages d'un dîner de Noël. Après moi, c'est un film que j'ai pas vu enfant. Moi, je l'ai vu un peu tard. Et autant je voyais les bronzés font du ski, mais justement, en fait, même rien que le titre, enfant, ça me mettait super mal à l'aise, quoi. Enfin, Ouais, c'est la RATP d'ailleurs qui voulait interdire les affiches en fait, du film parce que le titre Père Noël est une ordure, c'était vraiment. C'est censé émerveiller les enfants. Et là... C'était pas le titre initial. Le titre initial, c'était Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Et ils l'ont pas gardé. Je pense que la RATP, ils auraient pas aimé non plus. Hein. Un peu plus smooth. Et en fait, la censure de la RATP, on n'en parle pas. Oui, du coup, on parlait de la télévision, mais c'est un film qui passe toujours à la télévision, en fait. Et je trouve, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a un certain respect sur les comédies anciennes. On parlait notamment, vous avez présenté notamment Les Nuls. J'ai l'impression qu'on a un respect sur les anciennes comédies qu'on n'a pas forcément sur les nouvelles. Est-ce que vous pensez que c'est dû à une nostalgie des années, 80 ou Bon, en fait, je pense que le respect, il vient avec le temps. Et le respect, il vient pas sur toutes les comédies. Parce que, à l'époque des Bronzés, par exemple, les films qui cartonnaient au box-office, c'était les Charlots, par exemple. Et on peut pas dire qu'aujourd'hui, il y ait forcément un énorme respect pour les Charlots, ou en tout cas, on n'en parle pas du tout. Vaut mieux le cacher. Et voilà, en fait, il y a du respect aujourd'hui pour Le Père Noël est une ordure, parce que c'est un film qui est resté, qui est culte depuis plus de 30 ans, en fait. Oui, depuis plus de 30 ans. Ouais, j'ai bien calculé. Et c'est 40 même. Depuis plus. Ouais, il est plus vieux que nous, donc beaucoup plus. Voilà. Et en fait, oui, mais en fait, il n'était pas culte tout de suite. Donc Ah d'accord. Tu dates. le truc. C'est passé culte en quelle année? En 92. D'accord. Enfin 91, comme c'est plus de 30 ans. Okay. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, les films qui viennent de sortir aujourd'hui, on n'a pas forcément le recul pour savoir lesquels deviendront cultes. À mon avis, c'est pas forcément les films qui ont fait le plus d'entrées qui vont devenir cultes. Il y a peut-être des films qui sont complètement passés inaperçus, dont on va redécouvrir. Peut-être un Problemos peut gagner en culte avec le temps. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on en aura peut-être un peu honte dans 30 ans, quoi. Espérons. Ouais. Ou alors ça peut être l'inverse. Je ne dirais pas que c'est le pire. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas qui est le pire? Non, tu vois. Non, moi je suis pas dans la dénonce. Drama. Mais voilà. Ouais. On parlait là du café-théâtre en France. Est-ce que aux États-Unis, c'est marrant, il y a aussi un petit peu cette vibe-là. Alors pas le café-théâtre, mais plutôt le stand-up en fait au début de ces années-là. En fait, aux États-Unis, il y a eu, alors j'ai plus forcément très bien les dates en tête, mais il y a eu un gros phénomène de comédie fin des années 70, début des années 80, c'est National Lampoon. À la base, c'est plus un magazine humoristique, satirique. Qu'on pourrait assimiler un peu à Charlie Hebdo ou à Harakiri à l'époque, et qui a fait émerger pas mal de talents comiques, notamment les Bill Murray, John Landis, etc. Et alors le problème, c'est qu'il y en a pas mal qui sont tombés dans la drogue et l'alcool, et il y en a un certain nombre qui sont morts en fait assez jeunes. John Bellucci. Mais il y a eu des grosses comédies très cultes. Donc dans les titres originaux, il y a toujours National Lampoon, dans National Lampoon's Vacation, il y avait Animal House, des films comme ça, qui vont traiter justement des grosses thématiques et qui peuvent s'apparenter un peu à l'américaine, mais au travail des bronzés, parce que va y avoir le film sur les vacances en famille, le film sur l'université. Ils traitent des gros sujets avec un humour très méchant, très acerbe, des trucs très border qui aujourd'hui passeraient moins bien, etc. Et en fait, ces films-là vont vraiment structurer un peu la comédie américaine. Il y a aussi des gens qui viennent du stand-up, des gens comme Richard Pryor, Eddie Murphy un peu plus tard, vraiment dans les années 80, qui vont exploser. Et ouais, ça structure beaucoup la comédie. Et c'est
c'est quand même différent. Enfin, le café-théâtre, je dirais à la française, c'est un truc très français, quoi. En plus, il y a une ambiance un peu 68 art, on sert la soupe. C'est tout le monde est actionnaire du théâtre. Il y a des connexions qui se font. Donc, on n'a pas dit dans le café-théâtre, mais il y a aussi. Je parlais aussi de Coluche, mais lui aussi, il commence au café-théâtre à la même époque, et d'ailleurs, il participe un peu au même genre de troupe. Il y a aussi l'effet de troupe qui est important, et ça existe aussi avec National Lampoon, donc c'est les mêmes bandes qui vont faire tout ensemble. Et il y a aussi ce truc, et ça c'est aussi un peu vrai en France, c'est que c'est l'effet de troupe avec ce qui rend le groupe très efficace au début, mais qui a ses limites aussi parce que il y a des histoires sentimentales entre les gens, donc du coup, les gens se séparent, ça crée des trucs, ils s'engueulent. Ils ont pas les mêmes, ils étaient pas aussi tous alignés politiquement au Splendide. Un petit peu au début, et c'est après que ça a fini par diverger. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Ouais, voilà, entre Clavier et Balasco, c'est pas les mêmes lignes politiques, quoi. Et donc voilà, mais c'est aussi justement, c'est marrant parce que c'est des trajectoires assez similaires, mais je dirais qu'ils s'influencent assez peu. C'est-à-dire que la comédie américaine de l'époque, pour moi, influence très peu la comédie française. Alors que maintenant, on a de plus en plus de gens qui se réclament de Judas Pato, de ce genre. Pour moi, à partir des années 90 et des Nuls notamment, il y a un retour de la comédie américaine moderne qui influence énormément. Et jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs, en France, on ne parlait pas de stand-up dans les années 80. Le stand-up, c'est un phénomène beaucoup plus récent en France. En gros, quand Gad Elmaleh commence à importer ou copier Seinfeld. On va réouvrir le livre. Et après, dans la foulée, vraiment plein d'humoristes et toute la nouvelle génération et sous perfusion de stand-up. Ouais, mais après, est-ce qu'il y a beaucoup de comédies françaises populaires ou pas qui vraiment reproduisent un peu ce qu'on voit chez Apatow? Je suis pas certain de ça, quoi. Ou alors c'est vraiment des films marginaux qui marchent pas du tout. Les beaux gosses. Pour moi, mais c'est pas du. Mais il vient pas d'Apatow. Ouais, non, il vient vraiment de. En fait, il a créé le truc de sa propre enfance. Dans une série sur la flamme, par exemple, on sent vraiment The Office, les influences. Ou même dans la saison 2, il y a une référence explicite à Tonnerre sous les tropiques. The Office, ça a vachement influencé vraiment beaucoup de choses, même au-delà de la comédie. Après, il y a Éric Judor, il est très influencé par ce que fait Larry David. Platane. Il a dû bien regarder Curb Your Enthusiasm. Donc, effectivement, au cinéma, en fait, il y a une marche dans le cinéma français, dans la comédie française, pour faire un film très très populaire. Et les films français très très populaires, ils sont pas du tout américains. 100% français. Ils sont vraiment. Mais parce que aussi en France, la comédie est un genre beaucoup plus populaire en proportion qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les films qui font le plus d'entrées, les gros blockbusters, c'est les Marvel, les Avengers, etc. Les Avengers français, c'est Danny Boone et compagnie. Ou alors, dans les années 80-90, c'était des hybrides comédie, films d'action, genre les True Lies avec Schwarzenegger, ou j'en sais rien, les films avec Eddie Murphy, Le flic de Beverly Hills, des trucs comme ça. Mais en fait, la comédie pure, c'est pas forcément un genre très... Et d'ailleurs, on en parlait, il y a eu en France une tradition du grand film comique d'aventure, d'un film qui est une comédie et en même temps qui a une ambition un peu épique, ou des films comme La Grande Vadrouille, comme La Folie des Grandeurs, comme L'Homme de Rio, etc. C'est des films qui sont des comédies, qui en même temps qui vont jouer au premier degré aussi l'aventure, l'action, etc. L'As des As, c'est justement un des derniers films un peu de cette mouvance-là. Et ça, c'est un truc qui s'est un peu perdu. Alors, pas mal de gens essayent de relancer ça, mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Ça paraît compliqué. Et pourquoi ça s'est perdu selon vous, ce genre de film-là? Je pense qu'il y a eu vraiment une adhésion pour un cinéma plus quotidien, et notamment Le Père Noël est une ordure, les films comme ça, Marche à l'ombre, vraiment, c'est... Alors après, si on peut faire des films moins chers qui marchent aussi bien... autant les faire. C'est vrai que c'était cher aussi.
Un film, Bah oui. un film comme Le Père est une ordure, ça coûte beaucoup moins cher que La Grande Vadrouille. C'est risqué en fait. Si tu fais un film comme La Grande Vadrouille et que ça marche pas, c'est une catastrophe, quoi. Et c'est quoi les héritiers maintenant du Père Noël est une ordure, par exemple? Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus à l'heure d'aujourd'hui dans la comédie française de cet esprit-là? Bah, on parlait rapidement de Problemos tout à l'heure. En fait, il n'y a pas vraiment d'héritier direct parce qu'en fait, c'est compliqué. Mais en fait, dans cette démarche dans cette démarche de saisir un peu l'air du temps, de décrire les trucs, moi, je trouve que pas mal d'anciens du Jamel Comedy Club sont dans ce truc un peu d'un humour qui va croquer la société. Donc, ce qu'écrit Blanche Gardin, ce qu'écrit Fabrice Eboué, ça descend mais lointainement en fait du Splendide. Et en fait, il manque ce truc qui était vraiment au cœur des films du Splendide, c'est l'esprit de troupe et le fait que c'était pas un auteur qui écrivait tous les personnages, c'était toute la troupe qui écrivait un peu chacun son personnage et qui écrivait ensemble. Et du coup, il y avait un truc un peu, qui est assez unique et qui est difficile à reproduire. J'ai pas trop d'exemples en tête. Ouais, et puis surtout, il n'y a plus cette économie du café-théâtre aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui existait dans les années 80, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Effectivement, les gens qui font du spectacle vivant, c'est plus des stand-uppers qui sont tout seuls et qui finissent de temps en temps par créer leur film, mais du coup, ils sont tout seuls. Donc, il n'y a pas, effectivement, ces films choraux avec chacun qui prend en charge son personnage, comme c'était le cas dans Le Père Noël est une ordure ou dans Les Bronzés. Donc, en fait, c'est impossible de trouver un héritier ou des héritiers dans ce contexte-là. Et après, on peut trouver un peu un esprit de troupe, je dirais par exemple sur Internet, sur les bandes qui ont fait soit Golden Moustache, soit Studio Bagel, où on retrouve un peu toujours les mêmes acteurs, les mêmes auteurs, etc. Mais dans leurs influences, déjà, ils ont beaucoup plus aussi d'influence américaine. Ils vont plus aussi se réclamer plutôt des Nuls et des Robin des Bois. Et aussi, il y a entre guillemets, une tradition du sketch sur Internet en France qui dérive beaucoup plus de la parodie et qui fait que ça les éloigne de facto des Bronzés, etc. Je voulais aussi revenir sur un élément qu'on retrouve dans 2 films en 1982, autant aux États-Unis qu'en France, c'est la transidentité, qu'on retrouve d'ailleurs dans Le Père Noël est une ordure. Vous trouvez que ça dit quoi de ces années-là? Et est-ce que aujourd'hui, le regard il est quand même vachement différent sur ces films et la réception aussi. Du coup, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Alors les films, il y a Victoria de Blake Edwards. Et Tootsie aussi. Et Tootsie, ouais. Et du coup, dans Le Père Noël. Ouais. On sent qu'on n'est pas encore en France, on réceptionne pas la transidentité de la même manière qu'aux États-Unis. Hein. Oui, déjà, c'est pas le personnage principal. C'est pas vraiment des films sur la transidentité au sens, c'est pas des personnes trans. Oui. Contrairement au personnage de Clavier dans Le Père Noël est une ordure, qui est censé être une personne trans et qui, en plus, c'est compliqué parce que justement, les termes étaient différents. Mais on parle de travesti à l'époque. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est vraiment différent, en fait, que ce soit dans Tootsie ou Victoria, c'est des personnages qui se déguisent pour un subterfuge, en fait, la force des choses les amène à faire ça. Ce qui est différent du personnage de Clavier, qui le fait parce que il est comme ça, quoi. Donc finalement, la France était moins en retard justement. Après, c'est des films qui sont intéressants. Le film de Blake Edwards, je trouve. En fait, après, c'est deux films qui sont réussis justement sur ces questions de. Et d'ailleurs, Victoria, ça se passe en France aussi. Il y a aussi ça, donc je pense que le retard n'est pas si marqué. Mais c'est... J'ai un contre-exemple, monsieur. Attention. Mais après, dans ce que ça raconte, en fait, il faut faire attention aussi, justement, quand on porte un regard rétrospectif avec la vision d'aujourd'hui, la culture d'aujourd'hui sur ces films-là, c'est toujours un peu compliqué à analyser et en même temps c'est très difficile de se remettre dans le point de vue de l'époque et moi je ne saurais pas vraiment savoir
Voilà, quel était le regard à l'époque, qu'est-ce qui faisait rire, qu'est-ce qui faisait pas rire, quelles étaient les intentions derrière, etc. Mais en tout cas, c'est des motifs de cinéma qui sont omniprésents, de plein de manières différentes. Et c'est intéressant, là, ces 3 exemples de comédie. C'est aussi la transidentité, c'est aussi un motif qui est très présent dans le thriller. Et qui est même, beaucoup de personnes trans justement critiquent ça, le fait que le trope du tueur en série Silence des agneaux, c'est ça dans Silence des agneaux, dans des films de Brian De Palma. Mais ouais, c'est un sujet intéressant, mais j'aurais pas. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un truc marquant. Est-ce que quelque chose s'est passé en 82 qui fait que... Est-ce que c'est une conjonction de trucs? Il faut regarder ce qu'il y a eu en 81 et en 83, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Ouais, là, il faut vraiment explorer le truc. Faut qu'on vous appelle toutes les semaines. Moi, je voulais ouvrir aussi un petit peu plus l'humour à d'autres styles. J'ai l'impression que au début des années 80, et ça va être ça pendant toute la décennie, l'humour, il a aussi infiltré beaucoup plus de genres différents, et notamment aux États-Unis, ce qu'on va appeler les blockbusters, les films par exemple des années 50-60 comme Cléopâtre ou même La Porte du Paradis, ça c'est les années 80, mais qui étaient des gros films. Il y avait assez peu d'humour finalement dans ces films-là, alors que dans les années 80, les films qui vont dominer le box-office, Le Flic de Beverly Hills, L'Arme Fatale, SOS Fantôme, c'est des films où il y avait beaucoup plus d'humour. Pourquoi ? Selon vous, il y a eu ce basculement dans l'humour pendant cette décennie. Et tu dirais que ça date des années 80 ? J'ai l'impression, quand on regarde en tout cas aux États-Unis, ce qui trône en haut du box-office, c'est à cette époque-là qu'il y a un peu plus d'humour dans ces films. En tout cas, il y a un genre principal, par exemple, ou un secondaire, mais qui peut être fantastique, la science-fiction, tout ça, et on y ajoute un petit peu d'humour, ce qui avait peut-être un peu moins avant. Le Parrain, par exemple, c'est pas connu comme étant la plus grande comédie de tous les temps. Alors, il y a eu Star Wars qui a peut-être enclenché ça aussi, où il y avait aussi pas mal d'humour, mais je voulais avoir votre point de vue déjà. Ouais, je pense que c'est peut-être dû aussi au stand-up et à l'émergence de la télévision et des talents qui faisaient de l'humour à la télé. Et donc, du coup, on se retrouve avec des acteurs talentueux en comédie qui peuvent apporter un relief comique dans des films comme ça. Après, oui, c'est très américain parce que finalement, en France, on n'a pas tellement de choses comme ça. On a un peu, en fait, c'est quand même, nous, l'équivalent, ce serait un peu les ripoux, par exemple, avec Thierry Lhermitte et Philippe Noiret. C'est plus des acteurs de théâtre qui vont aller infiltrer un peu la police, la comédie policière. Ouais, après, comparer L'Arme Fatale au Parrain, en fait, je pense que le nouvel Hollywood, c'est un peu des gens qui voulaient réinventer le cinéma, créer de nouvelles formes, etc. Et peut-être que les années 80, c'est le moment où ces mouvements se tassent un peu et on revient sur du divertissement pur. Il y a un effet Reagan aussi, je pense, aux États-Unis, sur la société, comment elle était. Possible. Moi, en plus de tous les films dont on a déjà parlé, est-ce que vous avez une comédie qui vous a particulièrement marqué ces années-là, ou en tout cas 1982 ou autour de cette année-là ? Alors attends, faut que. Moi, sur ces années-là, c'est vraiment c'est les gens du Splendide. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas la date exacte, mais j'aime beaucoup tous les films avec Michel Blanc. Donc, Marche à l'ombre, vient chez moi, j'habite chez une copine, notamment ce personnage de loser, toujours très enthousiaste pour tout. C'est vraiment un truc qu'il a un peu inventé avec Les Bronzés et qu'il a reproduit sur toutes les années 80. Donc, ça date peut-être d'après 82 quand même. 82, c'est l'année où Michel Blanc il commence à se désolidariser un peu du Splendide, justement. C'est pour ça qu'il n'est pas dans Le Père Noël est une ordure et qu'il est juste au téléphone. Il a un peu ses propres projets, il veut voler de ses propres ailes et je trouve qu'il a bien fait parce qu'il a vraiment il crée quelque chose, vraiment un filon dans la comédie qui est très particulier et qui n'appartient qu'à lui. Ouais, moi je suis nul en date, mais dans les j'aime aussi beaucoup effectivement le personnage de Michel Blanc, tous les protos Jean-Claude Duss qu'il a pu faire dans d'autres films. C'est vraiment le loser magnifique. Je m'identifie beaucoup à lui en plus. Il y a un truc que je trouve superbe dans ces personnages-là. J'aime. Après, effectivement, je réfléchissais à cette notion d'apparition de la comédie ou
d'instants comiques, effectivement, dans les films qui ne le sont pas foncièrement. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on retrouve dans Indiana Jones, après tous les films d'action, que ce soit les Die Hard, etc. Il y aura ensuite de la comédie, mais à l'inverse, ça existait en France dans tous les films avec Belmondo, en fait. C'est-à-dire que Belmondo, il a fait des films vraiment de tout genre, et en fait, par son charisme, son bagou, etc., il amenait toujours de la comédie. Et je pense que, en fait, juste des acteurs comme Harrison Ford, comme Bruce Willis, d'une certaine manière, sont aussi inspirés par un type comme Belmondo, quoi. Je pense que c'est un modèle un peu international. Et effectivement, c'est une autre veine que Marlon Brando, ou même plus tard Daniel Day-Lewis, quoi. Enfin, Daniel Day-Lewis, il va moins faire une blague de père entre deux monologues, quoi. Donc voilà, mais sur les années 80, ouais, moi je suis aussi pas mal client de la comédie américaine de l'époque, des films d'Eddie Murphy. Ça, c'est des trucs un peu que je regardais gamin. Il y a aussi dans les Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion, alors ça c'est 91. 91. Donc je suis nul en date. C'est vrai que Maman, j'ai raté l'avion, c'est quand même très influencé par les années 80. On sent que on pourrait croire que c'est un film des années 80. Et on a parlé aussi des similitudes de ce qu'on pouvait retrouver de nos jours avec les films des années 80. C'est quoi les différences entre la comédie des années 80 et la comédie maintenant? Très bonne question. Moi, je dirais que ça fera l'objet d'une vidéo. Qu'on a perdu peut-être les mauvais sentiments de la comédie des années 80, une certaine méchanceté. Par exemple, des gens qui meurent dans les comédies, j'ai l'impression qu'on le voit plus trop. Aux États-Unis, il y a eu, je pense à Zoolander, par exemple, tous les potes de Ben Stiller qui meurent, ou même Very Bad Cops au tout début. En fait, il y a un truc qui est très difficile quand on compare les époques. C'est difficile de comparer les films de même notoriété et de même succès public. C'est-à-dire que, en fait, dans le passé, on va retenir les choses qui ont réussi à s'inscrire dans l'histoire et à être retenues, et on va le comparer à ce qui cartonne actuellement. Mais en fait, des comédies très sombres. J'ai vu récemment par exemple un film comme Orange Sanguine, qui est un film même Dupieux en vrai. Des films de Quentin Dupieux. En fait, on ne sait pas quel va être le destin de ces films dans le temps. Et si ça se trouve, c'est peut-être pas du tout, mais peut-être que c'est ces films qui vont être retenus de l'époque et on se dira oh là là. Les années 2020, ils étaient super dark, tout le monde. Ouais, mais en fait, c'est vrai, dans ce qui marchait beaucoup, quand même, il y avait des films quand même plus rappeux, quoi. Les films de Châtilliez. Oui, et puis les films de Blier. Alors, il y a un autre truc, des années 80, qu'on adore. Après, Blier, c'est un monument qui s'étale sur plusieurs décennies, mais il y a aussi Alors, c'est quoi les films de Blier des années 80? Tenue de soirée, c'est les années 80? Ouais, je pense. La tenue de soirée, effectivement, ça part en vrille, quoi. À un moment, c'est... Buffet froid, ça doit aussi être les années 80. Peut-être un peu avant, je sais pas, mais ouais. Là, il a pas peur de faire mourir des gens, tu vois, dans Buffet. Clairement pas, non. C'est un peu le programme du film, ouais. Préparez vos mouchoirs, on est aussi un peu de cette époque. Donc, ouais, c'est... ouais, aujourd'hui, et aussi, il y a un autre truc, ça que je dis souvent quand on compare les époques, etc., c'est qu'aujourd'hui, vraiment, la comédie, elle se joue plus qu'au cinéma. Enfin, je sais pas comment bien formuler la phrase, mais elle n'est pas que, au cinéma. Elle est sur YouTube, elle est en sur série. YouTube, elle est beaucoup en série, elle est effectivement en stand-up. Notamment, pour moi, la comédie américaine, c'est intéressant parce qu'on parlait d'Apato, mais les années 2000-2010, on parlait beaucoup de la nouvelle comédie américaine, et notamment les films réalisés et les films produits par Judd Apatow. C'est des films qui sortaient en France dans 2 salles, ça n'a aucun impact en France, donc il y a quelques critiques français qui ont fait le travail de mettre en avant ce cinéma-là.
ça avait plus d'importance aux États-Unis, mais encore une fois, on est sur une économie différente, c'est-à-dire que la comédie est un genre un peu plus marginal, donc il n'y a pas besoin de fédérer des foules et donc des trucs qui vont s'adresser aux gens des grandes villes et tout aux États-Unis pouvaient fonctionner. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, la comédie américaine, là, sur les 10 dernières années, et au cinéma, est décimée, quoi. Et elle se joue sur scène, avec le stand-up qui, en plus, est multidiffusé dans le monde entier grâce à des trucs comme Netflix et compagnie, et en série. Et la grande comédie américaine des 10 dernières années, elle est, pour moi, uniquement en série. C'est Curb Your Enthusiasm, VIP, Parks and Rec, etc. Brooklyn Nine-Nine. Voilà, il y a vraiment plein de séries, Broad City. Mais est-ce que c'est pas non plus alors parce que voilà, les blockbusters font déjà usage à foison de la comédie? Est-ce que la comédie américaine qui fonctionne, c'est pas c'est pas celle des blockbusters, malheureusement? On parle beaucoup de l'humour à la Marvel, ce genre de choses. Avec Deadpool et tout. Ouais, mais encore une fois, la comédie aux États-Unis, ça n'a vraiment pas la même aura qu'en France. Donc, c'est difficile de comparer. Mais faut arrêter de comparer alors. Non, mais c'est important de comparer pour essayer justement de mettre en perspective. Mais c'est vrai qu'un Marvel, c'est vraiment des sortes de maxi best-of du cinéma où il y a des petits moments de comédie. Mais d'un point de vue comique, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est des trucs hyper éculés, des trucs de connivence, de blagues, de références. Et pour le coup, il y a beaucoup moins ça en France. C'est-à-dire qu'un polar français, c'est rarement. Mais c'est pas des polars, Avengers. Non, mais je prends parce que c'est quoi l'équivalent français de Avengers? C'est le pacte des loups. Il y en a. D'accord, c'était pas marrant du tout. Il faisait pas de vanne du tout. Non, mais c'est vrai que par contre, c'est un truc, c'est que globalement, en France, tout est beaucoup plus cloisonné. C'est un truc dont se plaignent pas mal souvent les acteurs, les artistes en fait en France, dire voilà, j'ai voulu sortir mon album de bossa nova, mais les gens veulent. Tu penses à quelqu'un en particulier là? Il est un peu petit, il s'appelle Eddie. Non, mais donc il y a ce truc les gens sont parqués dans des genres, des métiers, etc. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus fluide. Et parce que aussi on leur demande de tout savoir faire. C'est-à-dire les stars hollywoodiennes, ils savent danser, chanter, improviser, écrire, produire. Et c'est vrai que c'est pas du tout la culture en France. Mais ça évolue un peu aussi. Enfin, là justement, les générations de jeunes qui sont sur YouTube, sur TikTok, en fait, comme ils font tout seuls, ça va peut-être changer. Mais l'accès au cinéma leur est rendu difficile, quoi. Il faut avoir fait une web-série pendant 13 ans pour pouvoir ensuite faire Le Visiteur du Futur. Donc faut y aller avec les crocs, quoi, pour percer dans le cinéma français. Je me permets de m'éloigner un petit peu là des années 80, mais est-ce que selon vous, on traite l'humour avec assez de sérieux? Parce que vous, avec votre chaîne YouTube Calmos, c'est ce que vous faites, vous arrivez à expliquer voilà, les mécanismes, tout ça avec sérieux, et chose qu'on a assez rarement sur la comédie, parce que pour les gens, la comédie, il n'y a pas à réfléchir, quoi. On pose le cerveau et on rigole. Ouais, ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire que là, on parle des gens qui sont sur YouTube. Oui, j'ai l'impression que la comédie les intéresse pas la plupart, en fait, ou alors ils en regardent pas, ou s'ils en regardent, c'est pour aller faire une vidéo pour dire regardez comme c'est de la merde le film que je me suis infligé. Et nous, il se trouve qu'on est passionné par la comédie, donc juste on en parle sérieusement parce qu'on a envie de rendre hommage aux films qu'on aime. Après, il y a plusieurs domaines. Il y a YouTube, il y a aussi la critique, et puis il y a différentes formes de critique aussi. Par exemple, c'est vrai que les cahiers du cinéma, ils font rarement un numéro sur Jean-Marie Poiré ou sur Francis Weber, alors qu'ils devraient. Donc ouais, mais après, bon, chacun, les cahiers du cinéma, j'aime beaucoup ce qu'ils font par ailleurs.
Ils parlent de ce dont ils ont envie de parler et c'est très bien aussi. Après, il y a un truc un peu aussi... c'est un peu comme révéler les tours du magicien, c'est-à-dire qu'en comédie, la plupart des gens quand même n'ont pas envie de trop réfléchir à pourquoi ça fait rire. En fait, c'est soit c'est ça qui est beau aussi avec la comédie, c'est que soit ça fait rire, soit ça fait pas rire. Et il y a un côté presque pervers à vouloir essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes pervers. Non, mais c'est bizarre. En plus, c'est une réaction assez mécanique. Donc en fait, l'analyse qu'on peut en faire, elle va être assez technique et assez. Enfin, c'est réservé un peu à des geeks comme nous qui veulent vraiment comprendre les mécaniques. C'est un truc intime. Enfin, je veux dire, ou même presque inquisiteur, quoi. La question pourquoi tu ris, elle est violente en fait. Et ouais, enfin ça nous arrive d'ailleurs d'avoir des commentaires sur nos vidéos. Mais ça n'a pas la tête d'essayer vous êtes chiant, enfin juste vous ne pouvez pas péter un coup et rigoler quoi. Donc il y a ça qui est enfin, et qui me semble totalement normal et légitime. Après on s'intéresse à la niche des gens qui veulent aller plus loin. Mais aussi, enfin il y a l'aspect que les comédies, c'est justement une comédie a une fonction, c'est de faire rire. Alors qu'un film qui n'est pas une comédie, sa fonction c'est pas de faire pleurer ou de faire ressentir telle émotion en fait. Par nature, on a l'impression qu'un film qui n'est pas une comédie, elle a un message d'abord. Et donc du coup, on essaie de décortiquer ce que ça draine comme imaginaire, qu'est-ce que ça raconte, etc. Alors qu'une comédie, en fait, on rit ou on rit pas, et finalement, à première vue, il n'y a pas forcément de fond. Enfin, il y a rien à en tirer en termes d'analyse. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre dans quel contexte un film comme Le Père Noël est une ordure débarque en 82 et qu'est-ce que ça raconte exactement quoi. En plus de faire rire, ce qui effectivement, c'est pour ça qu'on va voir une comédie, c'est pour rire, mais en plus ça raconte des choses. Et donc voilà, faut passer le premier rideau et essayer de comprendre, d'aller un peu plus loin quoi. Et nous, on est prêt à faire cet effort-là. Vous arrivez quand même toujours à rire des films que vous analysez, j'espère. Ça s'est pas arrêté. Après, à la fin du montage de la vidéo, des fois, on finit par un peu être saoulé par le film qu'on vient de voir 300 fois. Mais... Non, mais toi, t'aimes toujours. Non, une fois, enfin... Je trouve que c'est... Après, oui, les gags s'épuisent, etc. Mais en fait, vraiment un gag efficace. Et là, on est venu ici faire une présentation de la Cité de la Peur et il y a eu une projection de notre vidéo sur la Cité de la Peur et les gags des nuls nous font toujours rire alors qu'on l'a vu 50 fois quoi. Ouais. Parce qu'il y a une efficacité, il y a un truc un peu désarmant quoi. Et c'est aussi que nous on est au microscope sur des petits bouts quand on fait des vidéos sur les films. On n'est pas du tout dans une posture de spectateur et donc du coup c'est quand même, c'est pas du tout la même chose d'être dans l'analyse et d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'être un spectateur assis dans une salle. Et en plus, on est tout seul chez nous en train de faire notre montage. On n'est pas dans le contexte d'une salle avec des gens qui rigolent autour et donc ça ce sera toujours particulier. Vous voyez plus en salle ou à la maison ? Bah, je pense en salle quand même. Enfin, les comédies, ça dépend. Après, moi j'ai un truc que je ris beaucoup intérieurement en fait. Donc je suis un très mauvais spectateur, c'est-à-dire que je suis pas du tout expansif. Donc en fait. Mais ça c'est un aspect sur lequel je réfléchis beaucoup sur le rire intérieur, parce que justement quand je disais que la comédie elle était maintenant à plein d'autres endroits qu'au cinéma, et notamment elle est beaucoup sur Internet, et sur Internet elle passe aussi beaucoup déjà par du texte et de l'image, et aussi elle est reçue beaucoup par des gens seuls face à leur écran, potentiellement silencieux dans le métro ou dans un bureau, et en fait aujourd'hui on peut trouver un truc très drôle, n'avoir absolument aucune réaction sur notre visage, éventuellement commenter LOL ou XPTDR, genre on est explosé de rire, on a eu aucun, et en fait, et on va peut-être le partager avec d'autres personnes, mais du coup de manière textuelle et de manière, dématérialisée. Et en salle, l'expérience de partage dans la salle, etc., reste un truc qui quand même
décuple les effets de la comédie. Enfin, il y a quelque chose qui est entraînant en fait dans le fait de rire avec d'autres gens. Mais cela dit, et je pense qu'il y a quelque chose qui évolue, c'est que le public devient, sur plein d'aspects de la comédie, de plus en plus exigeant. Parce que justement, on est exposé plus que jamais à la comédie en permanence. Je me dis, aujourd'hui, il y a des métiers de comédie qui me semblent impossibles, c'est-à-dire être matinalier ou faire comme les chansonniers, enfin rebondir sur l'actualité à la radio, où aujourd'hui un truc comme les Guignols de l'info n'existe plus, mais en fait, c'est impossible parce qu'en fait, tu es ringardisé dans la seconde qui suit l'événement par 200 tweets plus marrants que ce que tu seras jamais capable de faire. Et c'est infernal en fait. Et du coup, se sortir de là, repartir dans le temps long du cinéma et tout, et réinventer des formes comiques et réengager des trucs, c'est extrêmement difficile parce que le spectateur, vas-y, ta vanne, il l'a déjà vu sous 500 formes différentes, en mieux. Donc ouais, la comédie, c'est difficile et c'est pour ça que c'est sérieux. C'est parce que c'est un art qui est extrêmement difficile. Peut-être on peut terminer par la question traditionnelle. Bah attends, d'abord j'en avais une quand même. J'avais on l'avait dit, votre film préféré de 1982, donc c'est pas forcément une comédie, j'ai vu. Alors c'est fou parce que moi je l'ai écrit quelque part et du coup j'ai complètement oublié ce que j'ai dit. Bah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est The Thing. Non, ça oui, ouais. D'accord. Parce qu'il y avait aussi une question subsidiaire qui était. Votre pépite oubliée. La pépite oubliée, et je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus non plus. Elle est vraiment oubliée pour le coup. Non, le film de Coppola peut-être. Oui, coup de cœur. Coup de cœur. Ouais. C'est mon coup de cœur d'ailleurs. Magnifique film de Coppola qui avait une sorte d'ambition esthétique, même au départ, je crois qu'il voulait tout tourner en plan séquence dans un décor millimétré. Bon, ça s'est avéré très compliqué, etc. Mais c'est un film très méconnu de Coppola et que je trouve vraiment fascinant. En fait, comme quasiment tous les films de Coppola, en fait, tout est un peu à l'ombre du Parrain, d'Apocalypse Now et de Conversations secrètes. Mais c'est juste un des plus grands cinéastes de tous les temps et c'est. S'il y a des Coppola que vous n'avez jamais vus, en fait, regardez-les, ça sera sûrement mieux que 90% de ce qui passe au cinéma, quoi. Donc voilà. Mais The Thing, tu voulais. Hugo aussi. Moi, c'est The Thing aussi, parce que c'est le Père Noël est une ordure américain. Bah ouais. Je pense que là. Non, moi, du coup, j'avais aussi une pépite méconnue qui s'appelle The Plague Dogs, qui est un film de Martin Rosen, qui est un film d'animation. Et c'est le film d'animation le plus triste que j'ai vu de ma vie. C'est affreux. Et moi, j'aime bien les films d'animation pour adultes parce que j'ai l'impression que souvent, les films d'animation se mettent au niveau des enfants. Ouais. Alors effectivement, il y a souvent d'autres degrés de lecture pour plaire aux parents, mais souvent, j'ai du mal à passer outre le degré des enfants. Et donc là, c'est l'histoire de deux chiens sur lesquels on fait des expériences dans des laboratoires et qui s'échappent. Sauf qu'ils ont des plaies à la tête et tout, et donc du coup ils ont des hallucinations, etc. Donc c'est un film en même temps un petit peu onirique, etc. Et c'est à la fois un film très triste et très beau sur je ne sais pas de quoi ça parle. C'est vraiment un truc. Ça m'avait déchiré quand je l'avais vu, et donc du coup c'est un. Enfant ou adulte du coup ? Non, je l'avais vu adulte en plus. Donc, ça m'a même pas traumatisé enfant, ça m'a traumatisé adulte. Genre à 32 ans, quoi. Et c'est du niveau du Tombeau de Luciole ou des films comme ça, donc c'est pas forcément des expériences très très agréables à regarder, mais ça met une bonne claque de temps en temps, ça réveille bien. Et du coup, pour parler de The Thing, donc c'est un film, c'est intéressant parce que pour le coup, ça n'a pas du tout été un succès au moment de sa sortie en salle, ça a été plutôt une catastrophe qui a... Il rembourse quand même ses frais, mais c'est sûr que c'est pas la folie. Il sort la même semaine que Blade Runner en plus. Et c'est surtout que... Et 3 semaines après E.T. Ouais, voilà. Mais indépendamment de ça, c'est un film très particulier. En fait, c'est une catastrophe dans la carrière de Carpenter parce qu'il avait eu un énorme succès avec Halloween et du coup, on lui avait donné des moyens. C'est un film très important pour lui. Premier film dans un gros studio. C'est ça, il y avait un film avec des moyens, du potentiel. C'est un film qui est très proche aussi de Carpenter,
Enfin, c'est quelqu'un qui est absolument fanatique de Howard Hawks et des westerns, et c'est un film très, très sous influence Howard Hawks, qui du coup raconte l'histoire de mecs qui sont un peu bloqués dans une base au pôle Nord, et une sorte de choses étranges circulent dans le sang d'un certain nombre d'entre eux, et risque de les contaminer tous. C'est un film qui est déjà une claque visuelle hallucinante. Enfin, le travail au niveau des effets spéciaux, des maquillages, des sortes de sculptures du monstre et des différentes formes que va prendre le monstre sont... alors là, tu vois ça, tu te dis mais what the fuck, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Il y a aussi toute l'ambiance du film, le côté un peu glacé, c'est hyper oppressant. Paranoïaque. L'aspect paranoïaque où tu te dis n'importe qui est une menace, et c'est extrêmement bien mis en scène aussi. Enfin, chaque séquence est extrêmement bien pensée, la musique est géniale. Voilà, mais c'est un film qui a construit sa notoriété avec le temps, que moi j'ai découvert un peu, enfin, clairement sur le tard. De toute façon, j'étais pas né en 82, et voilà. T'aurais pas eu l'âge, de toute façon. J'ai découvert adolescent, quoi, et ce qu'on peut revoir plein de fois, qui a influencé énormément de cinéastes, et qui, en fait, sur lequel on peut revenir tout le temps parce que ça traite un sujet profondément métaphysique de qu'est-ce qu'est le mal, et où est-ce qu'il se situe, comment il se transmet, comment on peut se positionner face à ça. C'est un film majeur, quoi. Pour moi, c'est un de mes films préférés, tout simplement. C'est beau. Je dirais pas mieux, hein, franchement. On verra si ça sera le film que les gens ont choisi. Vas-y Margot, c'est à toi. Vas-y, là tu peux la poser maintenant. La dernière. On a une tradition à The Cinema Show où on demande à nos invités quel a été leur dernier coup de cœur cinématographique qu'ils ont eu, que ce soit en salle. Alors j'ai vu un film cette année qui s'appelle Junkhead, qui est un film d'animation aussi pour adultes. Japonais. Un film japonais. Mais je sais pas s'il va être disponible en VOD ou quelque part bientôt. En tout cas, je l'ai vu au cinéma dans une petite salle. Comment décrire ça? En fait, ça se passe dans le futur, et c'est un petit robot qui, c'est hyper dur à pitcher en fait. C'est un truc très très japonais dans l'esprit, qui est à la fois très drôle et très graphique, très visuel. C'est un film d'anticipation où c'est des robots dans des souterrains, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je suis pas sûr de vraiment bien Ça donne très envie. Mais allez-y les yeux fermés. C'est une claque visuelle. Faut quand même les ouvrir pour regarder le film. Quelle expression à la con. David a sorti le portable, alors il a cherché la liste. Moi, à chaque fois, il faut revoir. La licence critique, du top 2022. Non, moi, récemment, j'ai beaucoup aimé Nope de Jordan Peele, que je trouve, qui m'avait un peu déçu avec Us, mais que j'avais adoré découvrir avec Get Out, qui est pour moi un des grands cinéastes américains prometteurs qui m'enthousiasme. C'est un film Nope, qui a encore des problèmes, mais qui est complètement emporté par des élans de mise en scène, des idées visuelles, des trouvailles. Et comme dans tous ces films, il réussit à installer une ambiance de manière vraiment étonnante. Ça date un peu plus, mais le film que j'ai préféré cette année, c'est Licorice Pizza, qui pour moi vraiment est un coup de cœur absolu. Et pour recommander aussi des films plus anciens qu'on peut voir éventuellement sur des plateformes ou pas, j'aime bien le ou pas. Non, parce que en fait le problème des plateformes, c'est qu'ils viennent alors que votre podcast. Là, peut-être les gens l'écoutent en 2022, mais peut-être pas. Peut-être vous m'écoutez en 2026.
Et ça leur changera rien. Et donc, je recommande The Long Goodbye, qui est le privé en français, qui est un film un peu qui prend son temps, qui traîne un peu la patte à Los Angeles, une histoire d'un détective privé à qui un ami le fout un peu dans la merde en fait en débarquant chez lui un soir. Et en fait, tout dans ce film est fascinant, l'ambiance, la réalisation, etc. Donc voilà, je recommande chaudement de voir The Long Goodbye. Très bien, en tout cas, merci beaucoup David Honora et Hugo Alexandre de nous avoir accordé ce temps. C'était passionnant de parler cinéma avec vous. Je pense que la prochaine fois, en fait, il faut faire un épisode de Cinéphélique. Tout à fait. On revient en fait sur les goûts de certaines personnalités. Voilà, pendant 1h30, je pense qu'on aurait largement le temps. La prochaine fois que vous venez à Montpellier, vous nous dites. En tout cas, on invite vraiment nos auditeurs et auditrices à découvrir votre travail sur YouTube avec la chaîne Kelmos. Moi, je l'ai découvert assez récemment et je trouve que c'est vraiment super de voir des gens qui décryptent la comédie comme ça avec une grande rigueur et ça permet de lui rendre en fait ses lettres de noblesse, c'est dur à dire selon moi, donc c'est super. Merci à vous deux pour ça aussi. Merci à toi. Bon, il y avait la blague quand même. Alors, comment on appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chat. Le chaton. Non. Le chaton au marron. Non. Regarde caméra pour faire une grosse blague. Là, je suis en mode stand-up. Un chapin de Noël. Eh oui. D'accord. Rapport au fait qu'il est peint. Super. Allez, on se quitte là-dessus. Merci. Can she be late for her cinema